Bienvenue à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Nous sommes à Lomé, au Togo. Ici se tient du 26 mars au 5 avril 2019 la 7e session régionale des villes durables en Afrique. Aux commandes, nous avons l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et des formateurs experts du domaine. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé abrite la 7e session régionale Ville durable. Elle a été lancée le mardi 26 mars 2019. L'initiative de la francophonie pour des villes durables se traduit par la formation des décideurs, des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment aux défis de la transition énergétique. La sensibilisation des décideurs locaux et le partage des bonnes pratiques en matière de conception, d'organisation, de construction et de gestion de la ville durable. Ainsi, depuis 2012, l'IFDD apporte son soutien et son assistance à l'EAMO dans la conduite de séminaires et de formations résidentes, qui a formé environ 100 décideurs et professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment. Je voudrais avant toute chose exprimer au nom de l'institution toute notre reconnaissance et notre sincère gratitude à l'Organisation internationale de la francophonie, OIM, dont la représentante est parmi nous, à travers l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, pour ses précieux appuis financiers et pédagogiques. Pendant 10 jours, les participants seront donc outillés sur les stratégies d'aménagement des villes dans un contexte de transition énergétique. J'attendrai d'abord de voir ce que je vais apprendre, mais c'est que sur ma manière de percevoir déjà la construction aura changé. À travers la formation des acteurs, l'IFDD entend insuffler un nouvel élan au développement durable de l'Afrique. À présent, je suis avec M. Komlan Dela Gake de l'EAMO. Merci d'accepter l'invitation de Planète Terre à Terre. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour porter plus loin la voix de l'événement qui se passe ici. Depuis 7 ans, cette formation s'organise ici à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Qu'est-ce qui fonde ce choix? L'EAMO est une école interétatique qui réunit 14 États de l'Afrique de l'Ouest et de la zone centrale, c'est-à-dire nous avons les 8 pays de la zone UEMOA, plus les 6 pays de la zone CEMAC. Alors c'est venu de la volonté des chefs d'État de ces pays alors de créer une école à caractère régional et international pour pouvoir former les futurs bâtisseurs de nos villes. Donc voici la première spécificité de l'EAMO. Alors ce pourquoi l'IFDD et l'EAMO ont pensé cette formation, on l'a bâtie ici, c'est parce que nous avons déjà une entrée sur les 14 pays et nous avons avec nos partenaires alors un rayonnement assez régional sur toute l'Afrique et international sur toute l'Europe. Donc nous avons des entrées en matière de connaissances, en matière de professionnels qui viennent ici et également des sorties en matière de produits que nous mettons sur le marché. Alors, Monsieur Gake, vous avez la latitude de travailler facilement avec tous ces pays, mais comment est-ce que la sélection des participants s'est faite? Alors, au niveau de la sélection des participants, nous lançons un appel à candidater auquel soumet tout participant venant de tout horizon. C'est-à-dire au-delà des 14 pays, nous prenons les participants venant de divers horizons, que ce soit sur le continent africain ou sur les autres continents, nous les prenons. Alors, au niveau de leur profil spécifique, alors tout profil qui s'intéresse à la ville nous intéresse, que ce soit des profils universitaires, c'est-à-dire ceux qui ont fait alors, un diplôme universitaire, ça nous intéresse, mais que ce soit aussi le profil métier, ceux qui ont fait le métier, ça nous intéresse. Du moment où ça touche la ville, le cœur de la ville, le développement, alors nous, ça nous intéresse. Donc, chaque candidat soumet son dossier en ligne et nous sélectionnons une vingtaine parce que par année, nous avons 20 places exactement. Donc, c'est vous dire que la sélection n'est pas du tout facile. D'année en année, alors nous avons plus de participants qui soumettent leur dossier et cette année-ci, nous avons eu une entrée de 150-160 participants sur laquelle nous avons choisi une vingtaine. Donc, c'est de vous dire que cette problématique, elle tient à cœur à beaucoup de gens et je crois que bientôt, nous allons ouvrir un master spécialisé dans ce domaine là qui pourra absorber aussi un certain nombre de participants ou bien de personnes qui sont dans cette besoin de formation. À partir de quand est-ce qu'on peut déjà candidater pour la 8e session, ceux qui nous suivent et qui sont intéressés sachent déjà à quel moment est-ce qu'ils peuvent commencer le dépôt des dossiers? Quand est-ce que vous lancez en fait? Alors nous lançons généralement 3 à 4 mois avant,
Mais pour la prochaine édition, c'est-à-dire la 8e édition, eu égard aux demandes que nous avons, alors nous allons lancer 6 mois avant. Alors ça veut dire quoi concrètement? Pour l'année 2020, pour fin mars, avril, nous allons lancer pour octobre-novembre. La présente formation vise à renforcer les capacités des professionnels du métier de l'aménagement urbain, du bâtiment, de la construction. Alors au niveau des modules concrètement, quelles sont les mesures que vous avez prises pour être sûr que vous atteindrez cet objectif-là? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mise en œuvre du nouvel agenda urbain, plus précisément du nouveau programme pour les villes que ONU Habitat a réalisé avec la communauté internationale en 2016 à Quito, en Équateur. Donc les États et les peuples en général se sont engagés à élaborer une nouvelle démarche, mettre en place un nouveau paradigme pour concevoir les villes qui seront résilientes, qui vont réduire la pauvreté et même supprimer la pauvreté, faire en sorte que les villes soient vivables pour tout le monde. C'est ça un peu ce nouveau programme des villes qui est élaboré depuis 2016. Et là, l'IFD et l'EAMO à Lomé sont en train justement dans la dynamique de former les professionnels comme nous autres pour justement que chacun dans son pays ait le sentiment que cette dynamique de mise en œuvre leur revient. Et en ce moment-là, tout le monde est en train de se positionner à travers des projets individuels que nous sommes en train d'accompagner pour en définitive nous caler à ce nouvel agenda pour que nos villes soient vivables, résilientes et adaptées au changement climatique. Sur le plan pédagogique, on a d'abord une approche, j'allais dire, affirmative, c'est-à-dire qu'il y a une expertise qui est là, qu'il faut faire passer. Mais l'autre extrême, c'est une approche active au niveau des participants. Et entre les deux, nous jugeons beaucoup d'approches, j'allais dire, pédagogiques. Autant c'est interrogatif, que les gens se posent des questions, autant que c'est démonstratif à travers, disons, les enseignants. Les enseignants doivent faire preuve qu'au-delà de la théorie, ils ont eux-mêmes, sur le plan pratique, à démontrer des bonnes pratiques. Donc, vous voyez, donc c'est tout un mixage de pédagogie pour qu'au bout du compte, parce que c'est 10 jours, mais la première semaine, c'est vraiment de la théorie. Et la deuxième, c'est la pratique, et à travers des projets. Au bout du compte, on va délivrer des certificats qui justifient que nos participants ont bien suivi et assimilé un peu l'approche pédagogique. Madame Mougou, merci d'être avec nous sur Planète Terre à Terre TV pour parler plus amplement de cette formation qui se tient à Lomé, ici à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Alors de l'intérieur, pour parler même des aspects techniques et scientifiques de cette formation, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'approche générale de la formation est axée sur trois axes. Donc il y a un axe de comprendre. Comprendre, c'est-à-dire amener les apprenants à faire un peu un diagnostic territorial du milieu d'insertion de leur projet. Mais un diagnostic territorial, c'est beaucoup de choses. Les acteurs, les politiques existantes, les pratiques, les technologies, comment est-ce que le milieu, comment est-ce qu'on comprend le milieu. Donc, et puis, il y a, avant de comprendre, il faut bien entendu diagnostiquer. Alors après avoir compris comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on se l'approprie dans le cadre du projet que avec les projets que les apprenants ont amenés ici, et comment est-ce qu'après on améliore la pratique? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut partager tous ensemble, capacité d'agir, c'est-à-dire quels sont les outils qui existent, est-ce qu'on peut s'approprier d'un outil et le développer en tenant compte de son contexte? C'est vraiment une formation totalement pratique qui met l'apprenant au cœur de sa formation et qui lui permet de repartir ici avec un projet qui l'émancipe des gens en termes d'appropriation du nouvel agenda urbain, mais aussi
aussi en termes de changement de paradigme dans sa manière de travailler. Donc voilà, globalement, on espère que nous sommes rendus à la 7e édition. On espère qu'avant la 10e édition, on aura des villes de plus qui offrent un nouveau paysage. On aura des modules d'architecture qui s'inspirent de nos cultures à nous, mais en même temps qui prennent en compte toutes les spécificités de l'architecture durable, l'architecture bioclimatique, urbanisme durable, bioclimatique et tous les labels qui leur sont interconnectés. Vous en êtes déjà à la 7e session. Est-ce que les 6 premières ont porté de très bons fruits? Oui, on peut dire que les 6 premières sessions ont porté de très bons fruits, mais peut-être qu'il faut revenir dans le contenu même pédagogique de la formation pour voir un peu ce qu'il y a dedans avant d'aller au niveau même des fruits. Alors en termes de contenu pédagogique, on a des généralités qui à 2 niveaux. Donc il y a d'abord des généralités sur la durabilité. C'est quoi le développement durable? On en parle. Et c'est quoi le développement durable appliqué à l'aménagement urbain, au développement urbain, à l'urbanisme, à l'architecture? C'est quoi? Ça, c'est déjà une question très très importante parce que c'est très évident de répéter la définition de Brundtland, mais en fait, comment est-ce que ça s'exprime dans le secteur de l'aménagement urbain? Et comment est-ce qu'on le transcrit dans les projets de développement urbain? Comment est-ce qu'on part de l'EDD 11 qui est dédié aux établissements humains, sains, décents, et ainsi de suite, au nouvel agenda urbain et à la faisabilité opérationnelle sur le terrain. Donc il y a cet ensemble de généralités qui concernent d'abord la durabilité, mais l'autre volet des généralités, c'est en fait l'approche systémique. Parce qu'aujourd'hui, l'urbaniste ou l'architecte ne peut plus se permettre de fonctionner dans un contexte cloisonné. C'est-à-dire que lorsqu'on veut élaborer une politique de développement durable, quelle qu'elle soit, mais même si c'est au niveau des institutions, il faut une approche globale, quoi. Il faut une approche concertée, plus participative. Même si on veut parler des textes de loi, de la réglementation, il faut un peu faire le tour partout parce que tout est interconnecté. On travaille d'abord sur le bâtiment. Alors, quelles sont les niches d'opportunités, par exemple, pour un bâtiment afin qu'il ait tous les nouveaux labels qu'on connaît, bâtiment durable, bâtiment à énergie positive, bâtiment à basse consommation, label HQEA et tout ce qui s'en passe. Vraiment, on se concentre un peu sur le bâtiment et on va progressivement sur d'abord la fonction du bâtiment, quels sont ceux qui l'occupent, comment est-ce qu'on occupe le bâtiment, le confort du bâtiment et on va plus loin en parlant même de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les matériaux qu'on utilise. Donc, avec des contrastes comme matériaux entre guillemets dits modernes et matériaux dits locaux. Donc, voilà à peu près ce qui est fait dans le bâtiment. Et quand on rentre dans un contexte plus grand de la ville, on parle de l'occupation du sol, un peu de maîtrise foncière. Donc, on évoque toutes ces questions-là, mais vraiment avec ce soubassement de durabilité. Et puis, la ville, c'est un lieu qui offre des richesses. Il ne faut pas oublier. Donc, économiquement, la ville doit être porteuse d'un cadre qui permet de créer des richesses. Voilà à peu près l'ensemble des réflexions que nous partageons avec les apprenants qui viennent ici. Pour le site que vous avez visité, était-ce un bâtiment qui répondait à tous ces labels que vous étiez en train de citer un peu plus tôt? Alors, je ne dirais pas que c'est un bâtiment qui répond à tous ces labels, mais je dis que c'est un bon cadre d'apprentissage. Cette maison, elle a été construite en briques de terre stabilisées. La brique de terre stabilisée permet de garder une certaine fraîcheur à l'intérieur de la maison. Donc ça nous intéressait. Deuxième chose, c'est que la brique de terre stabilisée, c'est esthétique et qu'il n'y a pas besoin de la recouvrir. Et tout à l'heure, Sœur Laurence vous a dit les claustras, c'est ça. Et c'est facile à nettoyer. Okay. Mais il faut toujours vérifier avec les termites, avec les têtes. Il y a l'école là tout près de chez nous, et puis le lycée, le grand lycée, pas loin aussi. Alors ils viennent ici gratuit pour travailler, pour faire leurs études, ou le soir jusqu'à 20h. Parce que notre mission c'est d'accueillir, accompagner et donner de... Voilà. Et on a pas mal, il y a dizaines... De l'écoute. Oui, voilà. De l'écoute. Salle de l'écoute. Le seul problème, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que avoir de l'électricité ne veut pas dire avoir réussi l'installation photovoltaïque. Un forage et puis un deuxième forage. Pourquoi 2 forages? C'est pas parce qu'on voulait 2 forages. C'est simplement que comme c'était une maison d'accueil, nous avons fait vérifier la potabilité de l'eau.
Lorsque nous avons fait analyser l'eau du premier forage, l'eau nous est revenue impropre à la consommation par bactéries fécales. Wow. On était à combien de mètres de profondeur? Attendez voir, simplement, moi je suis infirmière, d'accord? Et donc du coup, quand j'ai vu revenir l'analyse, j'ai dit ça c'est un prélèvement main-saille, c'est-à-dire que l'analyse a été faite avec un type qui ne s'est pas lavé les mains, une paillasse qui n'était pas propre. Résultat des courses, le résultat était bactéries fécales. Ok, on nous a dit l'eau n'est pas propre, on était à 25 mètres. 25 mètres. Refaites un forage. Ok, on a refait un forage 45 ou 50 mètres. Analyse d'eau. Exactement les mêmes propriétés, mais au propre. Ah bon, au propre. C'est un bâtiment où ils ont mis en exergue les matériaux locaux. Ils ont mis en exergue certaines techniques axées sur le développement durable comme la ventilation naturelle, l'éclairage naturel et la récupération des eaux de pluie par exemple. Je trouve que c'est des concepts qui sont très bien. Et cette visite nous a donc permis de voir un peu comment, dans notre processus conceptuel, quelles sont les options que nous pouvons prendre, quelles sont les erreurs également à ne pas commettre quand nous démarrons un projet. Nous sommes confrontés à plusieurs réalités. La prise en compte des différents enjeux urbains au niveau des projets. Donc aujourd'hui, la transition énergétique est au cœur de nos projets. Alors j'ai décidé de venir faire la formation pour pouvoir mettre à plein pied sur ces différents projets. De voir une construction comme ça qui est réalisée en terre, en même temps, on a l'impression que c'est nouveau, mais en fait c'est des concepts qui étaient déjà utilisés par nos grands-parents et autres. C'est pas toujours parce qu'on est habitué aux questions de construction en papin et autres, alors qu'en fait c'est des choses qui se faisaient avant.